un qui est arrivé qui a dit: il faut que tu arrêtes de faire ça, si tu nous énerves tous, sinon on te casse la figure. C'était une vraie menace. Et j'ai compris que quand tu fais la spiritualité, en fait, tu peux pas le faire. En fait, tu dois être un peu caché. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument dissocier la science de la spiritualité? Parce que dans les deux tribus, il s'est passé l'installation de pouvoir. Il y a des gens qui ont utilisé la science pour avoir du pouvoir et des gens qui ont utilisé la spiritualité pour avoir du pouvoir. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est d'aller dans mes vies antérieures. La découverte de mes vies antérieures dans l'espace et dans le temps, c'est vraiment comme si, pareil, si je faisais des vrais voyages. C'est quoi un voyage astral d'abord? Fermer les yeux et mon esprit quitte mon corps. Les forêts peuvent décider de la pluie. C'est-à-dire, la forêt a une action directe sur les nuages. Tout simplement, quand ils veulent qu'il y ait de la pluie, ils émettent des phytoncines, c'est des petites molécules qui sont légères, qui montent, et quand elles arrivent dans le nuage, elles amalgament les molécules d'eau, et ça déclenche la pluie. Aujourd'hui, dans Regarder l'invisible, je reçois Bernard Werber, romancier traduit dans le monde entier. Il a vendu plus de 30 millions de livres. Avec Les Fourmis, il nous a fait découvrir l'infiniment petit. Avec Les Thanatonautes ou L'Empire des Anges, il a ouvert la porte de l'au-delà. Et avec La Voix de l'arbre, il nous invite à écouter la sagesse du végétal. Bernard Werber, bienvenue à Regarder l'invisible. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation parce que tu as une place toute particulière dans ma vie et dans mon cœur. Au-delà d'être un auteur que j'admire et que j'ai beaucoup, beaucoup lu, tu as été un élément qui a tout changé dans mon existence puisque j'ai eu la chance de jouer ta pièce de théâtre que tu avais écrite, Nos Amis les Humains. On est en 2005. Un soir, tu es venu avec Claude Lelouch. Et Claude Lelouch, derrière, m'a offert quand même un rôle magnifique qui a changé ma vie. Je me suis retrouvée à Cannes, au César. Voilà, tu as vraiment marqué un tournant dans ma vie absolue. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ma première question, c'est comment, en fait, on passe de l'observation ultra terre-à-terre et quasi scientifique des fourmis, de ce qui se passe sous nos pieds, à l'audace de parler d'âme, d'ange, de vie antérieure, ou même de donner une voix aux arbres, à ces êtres immobiles qui ne sont pas censés en avoir. Il n'y a qu'un seul mot, c'est curiosité. Je crois que le plus grand talent qu'on puisse transmettre à un enfant, ou qu'on puisse réveiller chez un enfant, c'est la curiosité. Dès le moment où on est curieux, on s'intéresse à tout, sans limite. C'est après l'école qui nous dit soit il y a la science, soit il y a l'irrationnel, et les deux sont deux zones complètement séparées. Mais quelqu'un comme Newton, qui est à la base de toute la physique, était passionné d'astrologie. Et Pythagore, qui a inventé notamment la gamme de musique, et qui est pour moi l'un des plus grands scientifiques qui existent, croyait à la réincarnation, pratiquait la méditation et s'intéressait à tout ce qui est astronomie. C'est-à-dire que c'est de nos jours qu'on a séparé le cerveau gauche et le cerveau droit, mais un cerveau qui fonctionne, il fonctionne avec les deux, une passerelle entre les deux, donc entre la science et la spiritualité. Et pourquoi tu crois qu'on a séparé ça de nos jours, justement? Pourquoi aujourd'hui c'est compliqué, justement? Je sais que tu te dis scientifique, poète. C'est une bonne manière de résumer, en fait, que tu dis, moi, je travaille avec mes deux cerveaux. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, c'est devenu bizarre? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument dissocier la science de la spiritualité? Parce que dans les deux tribus, il s'est passé l'installation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont utilisé la science pour avoir du pouvoir et des gens qui ont utilisé la spiritualité pour avoir du pouvoir. Dès le moment où il y a eu du pouvoir, il y a eu ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, ceux qui en font partie, ceux qui en font pas partie, les ennemis et les amis. Dès le moment où on définit un territoire, quel que soit le domaine, qu'il soit intellectuel ou matériel, on définit ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et à partir de là, il y a plein de guéguerres qui sont arrivées. Mais regardez déjà dans les sections, à l'école, je me rappelle en troisième, ceux qui allaient dans les sections C de scientifiques avaient un total mépris pour ceux qui allaient dans les sections littéraires, considérés comme des abrutis, et ceux des sections littéraires considéraient que les scientifiques, ils étaient trop techniques et qu'ils ne comprenaient rien à rien. Donc les deux tribus se séparent par le système scolaire. Mais en effet, l'idéal, ça serait qu'on apprenne et la science et tout ce qui est philosophie et spiritualité simultanément. Mais c'est
c'est une facilité de nos sociétés aussi pour nous trouver des boulots. Celui qui va être dans le littéraire, on va l'orienter dans une zone, et ceux qui vont dans la science, on va les orienter dans une autre zone. Mais à un moment, tu bascules. Tu bascules et t'oses parler d'âme, t'oses parler d'ange, t'oses parler de vie après la mort. Donc, j'ai aussi eu la chance d'aller voir Vie pour voyage intérieur expérimental. Donc, carrément, maintenant, tu es sur scène et tu nous fais voyager et tu nous emmènes en fait dans nos vies antérieures, tu nous fais demander des messages à notre âme, etc. Ma question, avant de partir à cet endroit, c'est, je veux dire, il y a des moments où tu as des gens qui t'entendent et qui te disent que tu es complètement fou, qui te disent mais qu'est-ce que c'est que c'est, enfin, tu as fumé la moquette, tu t'es drogué, tu as pris trop de psychédéliques, c'est quoi l'histoire? Parce qu'il y a des gens forcément qui doivent te prendre pour quelqu'un de barré, tu vois? Alors, il s'est passé un truc dans ma vie qui explique que je me suis ouvert à la spiritualité de manière importante. Oui. C'est à 13 ans, en colonie de vacances, j'ai rencontré un autre enfant qui avait 13 ans et qui m'avait l'air extrêmement décontracté et extrêmement impassible. Je lui ai demandé c'est quoi ton secret? Il m'a dit c'est le Raja Yoga. Je lui ai dit tu peux m'apprendre? Il m'a dit oui, je vais t'apprendre. Et là, il m'a appris quelque chose qui ne ressemblait pas du tout au yoga que je connaissais avec les postures. Il m'a appris à me lever à 6 heures du matin pour voir le lever de soleil sur un blocos. C'était à la ville de Hier. Il m'a appris à maîtriser ma respiration, à maîtriser mes battements cardiaques. Et il m'a appris à faire du voyage astral. Donc, toutes ces choses-là, c'est un yoga, on va dire, que par la suite, j'ai essayé de retrouver, mais que je n'ai trouvé dans aucun club. Et ce type-là m'a appris à fixer mon regard. Il m'a appris à me concentrer sur ce que je fais, à être présent dans tout ce que je fais. En fait, c'est comme s'il m'avait d'un coup donné toutes les réponses à tout ce que je vais mettre toute ma vie à découvrir, à savoir être calme, être en conscience de tout ce que je fais, ne pas avoir peur de la mort, être capable de voyager avec mon esprit loin, très loin, me connecter à la nature, parce que quand on se levait, on sentait la nature, enfin, quand on se mettait sur ce blocos au-dessus de Hier, quand on se mettait tous les deux en position du lotus, enfin moi en tailleur et lui en lotus, on sentait l'énergie de tout le monde qui se réveillait. J'ai juste vécu dans la nostalgie de cette époque-là. Mais moi, je croyais... Donc lui, il m'a dit... Mon professeur s'appelait André Van Lisbeth, c'est ce qu'il me disait, un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « J'apprends le yoga ». Et je croyais que c'était André Van Lisbeth qui était son maître. Et bien plus tard, alors que je faisais une dédicace des Thanatonautes, il y a un monsieur qui s'est présenté qui m'a dit « Je m'appelle André Van Lisbeth ». Je lui ai dit « Vous êtes l'André Van Lisbeth qui était le professeur donc, de Jacques Padovani, qui est ce garçon ». Il m'a dit « Écoutez, j'ai tellement d'élèves, je ne me rappelle plus ». Et il me disait, moi j'admire les Thanatonautes. Et c'est comme si le maître de mon maître venait te dire bravo, voilà, le triangle que vous avez fait. Le triangle était timide. Et j'ai dit, tout ce que j'ai fait est issu de vous, de cette rencontre avec cette personne que vous avez Jacques formée. Padovani. Mais je ne sais pas comment étaient les gens quand ils rencontraient Jésus-Christ, mais moi, quand j'ai rencontré ce type, je me suis dit, lui, il a des trucs à m'apprendre et j'ai l'intention d'apprendre. Et une deuxième chose que j'ai retenue de cette expérience, c'est que quand tu fais de la spiritualité, t'agaces les gens. Il y a plein de gens qui me disaient qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous partez sur la colline, puis vous avez l'air tout le temps de faire des trucs bizarres. Il y en a un qui est arrivé qui a dit il faut que tu arrêtes de faire ça, si tu nous énerves tous, sinon on te casse la figure. Et c'était une vraie menace. Et j'ai compris que quand tu fais la spiritualité, en fait, tu peux pas le faire. En fait, tu dois être un peu caché. Il y a des gens pour qui ce domaine est complètement étranger. Et surtout qu'ils ne comprennent pas, je veux dire, quand tu parles de voyage astral, par exemple, il y a des gens, ils se disent, mais de quoi ils parlent? Quel voyage astral? Alors, tu peux éventuellement te dire que c'est possible parce que tu as pris des psychédéliques, mais toi, tu ne prends pas de psychédéliques et tu te retrouves à faire un voyage astral. C'est quoi un voyage astral d'abord? Fermer les yeux et mon esprit quitte mon corps. Et il va où ton esprit alors? Ah ben je voyage. Mais où? Raconte-moi un exemple. C'est dans l'espace que tu vas, toi. Maintenant, non, avant, à l'époque, avec Jacques Padovani, on allait dans l'espace. Mais on n'a pas fait souvent. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est d'aller dans mes vies antérieures. Parce que ça me sert de matière première pour mes romans. Et le grand avantage, c'est que sur mes livres, il y a écrit roman. Donc, je n'ai pas à prouver que c'est vrai. Je n'ai pas à convaincre les gens qu'il y a des vies antérieures. Mais la découverte de mes vies antérieures dans l'espace et dans le temps, c'est vraiment comme si, si je faisais des vrais voyages. Je me retrouve en Atlantide pour ma première expérience. Après, je me suis retrouvé femme en Égypte. Je me suis retrouvé
archer anglais, je me suis retrouvé samouraï. Et ce qui est marrant, c'est le masse de détails que tu as. Alors, après avoir fait cette expérience, après, je note tout et je vais vérifier est-ce que c'est possible. Mais au moins, je fais l'expérience, je ne le sais pas. Donc, le voyage astral, c'était vraiment à l'époque déjà de Padovani. Là, maintenant, c'est le voyage dans les vies antérieures. Tu dis, je vais dans mes vies antérieures. Tu penses, tu es sûr que tu vas dans tes vies antérieures Ah non. Non, voilà. Mais Tu je suis sais pas. agnostique, donc je suis Oui, sûr voilà, de c'est rien. ça. En fait, tu es sûr de rien. A priori, tu arrives dans un endroit où tu vas avoir plein de détails. Tu as l'impression que ta conscience est à l'intérieur d'un corps qui n'est pas celui de Bernard Werber tel qu'on le connaît ici maintenant. Et que du coup, il est possible que ce soit une vie antérieure. Mais ça pourrait être aussi tes ancêtres. Ça pourrait être aussi des mémoires. En fait, je cherche pas à savoir. Ouais. Je prends ça comme. Mais t'appelles ça vie antérieure quand même. Quand tu te retrouves en Égypte dans un harem, oui, c'est Ouais. pas. C'était bien. Alors, d'abord, je dis le mauvais mot, c'est harem, ça va apparaître en Turquie. Donc, c'est un gynécée. J'étais en Turquie, une de mes vies de femme en Égypte, en moins 350 avant Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas l'année et le lieu. C'est en y allant plusieurs fois que tu finis par déduire des trucs. Et c'est après que je vais vérifier dans quelle année il y avait ce type de vêtements. Donc, maintenant, je peux le situer. J'étais. Une de mes vies marrantes, c'est que j'étais femme de harem, femme de gynécée en moins 350 avant Jésus-Christ. Et surtout... Pourquoi c'était marrant? C'était marrant parce que ça ne ressemble pas à ma vie actuelle. Ah oui, et déjà, d'accord. en plus, me retrouver dans la peau d'une femme, c'est ma première vie de femme antérieure où j'ai vraiment eu la sensation de ressentir tout comme elle. Mais j'ai été vendue quand j'étais gamine par mes parents à un type qui m'a mis dans... Le harem était tout petit, c'était 40, on était une quarantaine de filles, il y avait un bassin au milieu, et on s'ennuyait, mais on n'a pas d'informations du monde extérieur. Mais il nous tenait par l'idée qu'à l'extérieur, il y a de la violence, il y a des maladies, et là, ici, on est nourri, et on est entretenu, quoi. Et le type qui nous possédait n'a jamais fait l'amour avec aucune des filles. Par contre, il amenait parfois de ses amis pour montrer, regardez ma collection. Oh, wow. Alors, toutes ces choses-là, je suis allé vérifier, parce qu'il y a une vision ancienne de ça. Et je m'étais fait copine avec l'eunuque. Et le soir, on allait sur la terrasse. Et sur des grands parchemins, on notait l'emplacement des étoiles. Et on se marrait, on se moquait des autres filles. Voilà. Donc, wow, ça, c'est des souvenirs, c'est des voyages que tu as fait où tu as vu ça. C'est peut-être que mon imagination. Bien c'est sûr, peut-être un pur mais par contre, je peux vous dire en détail comment on était habillés, qu'est-ce qu'on mangeait, tout ça. Ça, je peux pas expliquer. C'est dingue. Et le plaisir féminin, du coup? Alors, c'est lui qui me l'a procuré, l'eunuque. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut voir que les eunuques mais donc, tu es capable, encore, toi, tu serais capable... encore un pénis. Voilà. Ah, ok. Parce que j'adore qu'il disait, laisse-moi dire, encore un pénis. Ouais, parce que ça peut surprendre. Parce qu'après, je suis allé me renseigner. C'est en Turquie qu'ils coupaient tout. Ah. Mais en Égypte, en 350 avant Jésus-Christ, du côté d'Alexandrie, il coupait juste les testicules. Et est-ce que, par exemple, quand tu te retrouves dans un salon du livre avec des auteurs beaucoup plus dits cartésiens que toi, est-ce que tu peux sentir parfois une forme de snobisme ou de mépris? Non, parce que on respecte le nombre d'ouvrages que tu vends. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que, je disais tout à l'heure, la première caractéristique d'un être éveillé, c'est la curiosité. Je pense qu'ils sont c'est-à-dire ceux qui font la littérature classique ne lisent que de la littérature classique. Et donc, ils ne savent, je rentre même pas dans la zone radar. Oui. Quand j'étais journaliste au Nouvel Obs, une fois, je voulais parler de Pierre Boulle, et le responsable ne savait même pas qui était Pierre Boulle. Et j'ai dit, il a fait la planète des singes, il a fait le pont de la rivière Kwai, et j'ai compris que pour eux, ça ne rentre pas dans leur zone de radar. Demain, je voulais faire une fois un dossier sur le Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas un seul journaliste de toute la rédaction, c'était avant le film, qui avait entendu parler du Seigneur des Anneaux. Oh, wow. Et j'ai pu me rendre compte, il y a tout un système littéraire dans lequel tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est polar, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est science-fiction, ça n'existe même pas. Donc, ils ne vont pas aller voir pour me dire que ça ne leur plaît pas. Ils ne vont pas voir du tout. Mais c'est la règle du jeu. Et c'est aussi pour ça que c'est marrant. C'est plus marrant d'être en dehors du système que d'être dans le système. Oui, bien sûr. Du coup, tu disais que tu n'as pas peur de la mort, c'est vrai? Ça dépend des heures. Là, maintenant, oui. Non. Ok, la mort, ça, c'est pas ce que vous croyez, ça peut être autre chose. Juste ça. Et je me le suis donc dit à moi-même. Maintenant... mon rêve, c'est que 3 secondes avant de mourir, j'ai un grand sourire et que je me dise
tout va bien, j'ai fait ce que je devais faire, je peux mourir serein. Que j'ai cette idée-là. C'est ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde. À tout le monde. Mourir en souriant, serein, avec l'impression qu'on a fait ce qu'on avait à faire, le mieux on a fait le mieux qu'on a pu et qu'on a l'impression qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. J'aime bien cette phrase qui est dans la Bible. À la fin de ta vie, il ne sera posé qu'une seule question. Qu'as-tu fait de tes talents? Et je crois que c'est la question que je me poserai. C'est la question que je me poserai avant de mourir. C'est, ai-je bien utilisé mes talents? J'en ai reçu. Est-ce que je les ai rentabilisés? Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme ça, toi, sans l'imposer comme une vérité, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a, toi, après la mort? J'espère que quoi que ce soit qui est, ce ne soit pas ni les Tanatonautes, ni ce qu'il y a dans la Bible. J'espère être surpris. D'ailleurs, je te disais, quand j'écris, mon souci, c'est de surprendre. J'espère qu'au moment où je mourrai, à la limite, ma conscience va encore fonctionner. Et là, je vais me dire, waouh, je ne pouvais pas imaginer que c'était ça. Maintenant, je comprends. Tu vois, qu'il y a un émerveillement. Et je trouve que tout ce qui est annoncé dans les textes humains est forcément réducteur. Dans les Thanatonautes, évidemment, j'essaie d'ouvrir un peu, mais j'espère que ça va être bien plus merveilleux que ce que j'ai écrit encore. Et quand tu lis des expériences de mort imminente, les EMI, les témoignages d'expériences de mort imminente, est-ce que ça te semble incroyable? Est-ce que ça te parle? C'est comme les régressions à la vie antérieure. C'est eux qui racontent leur histoire. Au moment où ils racontent, ils sont sincères. Maintenant, c'est tout ce que j'ai comme information. Il y a des gens qui racontent de manière sincère l'expérience qu'ils ont eue après la mort. Et c'est comme ça que j'avais fait mon dossier pour l'Obs, c'est comme ça que j'ai nourri les Thanatonautes. Mais on en revient à cette idée de spiritualité qui doit vraiment rester quelque chose de personnel et d'individuel. Et dès le moment où vous voulez convaincre quelqu'un, dès le moment où tu dis « je suis sûr qu'après la mort, tu vas te réincarner », ou dès le moment où tu dis « je suis sûr qu'après la mort, tu vas tomber dans un endroit où tu vas rencontrer tes ancêtres », tu es déjà dans « je suis sûr de ». Moi, j'en sais rien. Il y a tout le temps un stade au-dessus. Imagine la petite molécule qu'il y a dans ton doigt. Est-ce qu'elle peut imaginer le doigt? Non, pour elle, elle est entourée de molécules et elle se dit, le monde est entouré de molécules. Si elle pouvait imaginer le doigt, ta petite molécule, est-ce qu'elle pourrait imaginer qu'elle appartient à Audrey Dana? Et est-ce qu'elle pourrait imaginer qu'Audrey Dana est en train de se faire filmer dans une émission et que cette émission va être diffusée sur Internet? C'est-à-dire, elle n'a même pas les outils pour comprendre ce qu'il y a au-dessus. Et bien, cette petite molécule qu'il y a dans ton doigt, je me sens pareil par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Il y a un niveau de complexité et un système d'ordre qui me dépasse et que je ne peux même pas entrevoir parce que je ne peux comprendre les choses qu'en comparant à ce que je connais. La molécule, elle est entourée avec du sang, elle est entourée avec de l'os. C'est ça, son monde. Et elle est dans un monde sombre, je présume. C'est même pas ce qu'est la lumière, a fortiori, c'est même pas ce qu'est le soleil. Voilà. Donc, je crois que le niveau d'espace entre notre conscience et ce qu'il y a au-dessus est égal au niveau de la molécule de doigt et nous. On est à mi-chemin. J'adore cette image, en fait. Et est-ce que tu as des gens beaucoup plus, une fois encore, cartésiens, j'utilise ce mot-là, c'est-à-dire que, on va dire, matérialistes dans ton entourage, proches? Des gens avec qui tu te sens en décalage, mais même si vous êtes dans une acceptation totale. Je dois t'avouer que quand j'étais journaliste scientifique, je me suis fait un groupe de copains scientifiques qui sont tous dans le même esprit que moi, et dont certains d'ailleurs écrivent aussi des livres et de science-fiction et d'ésotérisme. Donc c'est vrai que je ne vais pas aller avec des gens fermés sur la spiritualité. Le danger de ça m'a l'air plutôt l'excès des gens qui croient que parce qu'ils sont dans la spiritualité, ils détiennent des vérités. Voilà, c'est ça que j'aimerais que tu développes. Ça, j'en ai rencontré beaucoup. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça et j'aime cette mise en garde parce qu'on peut avoir une tendance à se dire il est spirituel, il sent son unité à tout, il ressent le règne végétal, animal et qu'on est tous un, tu vois, et quand même être dans des forces plutôt sombres et ne pas faire du bien et abuser en fait. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça revient beaucoup, je trouve, tu vois. On en revient à cette notion de pouvoir. C'est-à-dire que dès le moment où il y a quelqu'un qui dit à l'autre, c'est comme ça et c'est pas autrement, il y a une prise de pouvoir. D'ailleurs, dans le spectacle, je leur dis, ce que je vous propose, c'est du tourisme spirituel. C'est-à-dire, je vais vous amener à visiter une de vos vies antérieures. Mais surtout, je ne vais pas vous faire de thérapie avec l'hypnose régressive. Parce que la thérapie et l'hypnose régressive, ça consiste à aller voir une vie où on a eu un traumatisme. Je considère qu'on a assez de traumatisme dans notre enfance. On ne va pas en rajouter ceux des vies antérieures.
Donc, je leur dis, vous allez choisir le meilleur moment de la vie la plus sympa et la plus joyeuse. Et c'est là où vous allez aller. Et vous allez découvrir cette vie-là. Et ça va être un petit instant de fun qui va durer 10 minutes. Basta. Voilà, tu te places pas du tout en thérapeute. Par Et contre, je méfie les thérapeutes. Et j'ai vu des gens qui, avec l'hypnose régressive, dans la vie antérieure, faisaient du mal aux gens. Parce qu'ils disaient, il n'y a que moi qui peux vous amener dans cette vie-là, et je vais profiter de ça pour prendre l'emprise sur vous et vous prendre votre argent. Donc, dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas des gens qui peuvent abuser. Il peut y avoir des médecins qui abusent, il peut y avoir des psychanalystes qui abusent, il peut y avoir des chamans, des gourous, des hypnotiseurs qui abusent. Le fait d'avoir une étiquette dite de spiritualité ne garantit pas que la personne soit bien. Ouais, c'est tellement important. Ouais, c'est tellement important de le préciser, de le dire encore et encore, parce que moi, je sais qu'au début, je partais du principe que si tu étais spirituel, tu pouvais que être quelqu'un de gentil, tu vois. Donc, j'étais dans une confiance absolue et dans une naïveté totale, en fait. Et puis, bien sûr qu'il y a eu une prise de pouvoir et qu'il y a eu tout ça pour que je me rende compte, que j'ouvre les yeux, mais je donnais le bon Dieu sans confession, tu vois, à certaines personnes qui avaient l'air d'avoir un lien au cosmos, un lien à la nature, et tu vois, et aux animaux. Et je me disais, mais ça ne pourra jamais me faire de mal. Et je pense notamment à une personne qui est sans doute celle qui m'a fait le plus de mal, en fait. Enfin, j'ai accepté qu'elle me fasse du mal. Je me place pas du tout en victime quand je dis ça, mais tu vois, ça a été une grande découverte pour moi. Et donc, je suis très heureuse que cet espace, il serve aussi à communiquer sur ça, parce que c'est important. C'est vraiment important. Si je te raconte une petite anecdote. Ah oui. Mon premier éditeur, chez Albin Michel, faisait 1 heure de zen tous les matins. Et je me dis, quelqu'un qui fait 1 heure de méditation zen tous les matins est forcément quelqu'un qui doit avoir un très haut niveau de spiritualité. Ouais. Et bien, avec le recul, il ne comprenait rien à la spiritualité. C'est-à-dire, quand il y a eu les bouquins, il ne comprenait rien. Non seulement il ne comprenait rien, mais pour lui, il était dans le trip littérature classique. Et je pense qu'il ne comprenait même pas les fourmis. Ouais. Et tu te retrouves avec quelqu'un qui fait quelque chose qui a l'air d'être une spiritualité très complexe. Parce que méditer, c'est vraiment, c'est comme ça et tu bouges plus, et qui en fait est un con, quoi. Et il faut vraiment pas associer le fait même de faire la méditation ou d'avoir des pratiques très sympas avec le fait de bien se comporter. Il y a un code moral. Bouddha a très bien expliqué ça. Et le bouddhisme est vraiment une philosophie très intéressante. Et dans le bouddhisme, il dit il faut aussi avoir un comportement bien. Il ne suffit pas d'avoir une pratique bien, il faut avoir un comportement bien avec des règles, d'être tout le temps dans le juste milieu et la juste attention. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait qu'est-ce que ça a changé à ta vie, la spiritualité? C'est-à-dire, en fait, plus que cette question, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Parce que ça ne va pas régler les problèmes d'argent des gens, ça ne va pas régler les problèmes d'amour des gens, ça ne va pas régler, tu vois, le quotidien qui peut être parfois un peu dur, tu vois, on a trop de choses à faire, on n'a pas assez de temps, machin. Mais quand même, ça accompagne. Donc, qu'est-ce que... De manière pratique, tu veux dire? Ouais. De manière pratique, ça m'a permis de faire le spectacle VIE. Ouais. C'est-à-dire là, c'est le moment où je vois ma spiritualité, je la transmets à 2000 personnes dans une salle qui sont tous en train de fermer les yeux, de sourire et de vivre un truc fort. Ça, je dois... Merci Jacques Padovani, il m'a appris qu'on pouvait faire ça. Sinon, pour le reste, je suis tout le temps en train de m'engueuler que je devrais être en conscience de ce que je fais. Tu vois, par exemple, là, il faut que la chose la plus importante pour moi, ce soit cette interview. Que la personne la plus importante, ce soit toi. Et que je me dise, pourvu que chaque phrase que je vais prononcer va être comprise par les gens et va leur apporter quelque chose. Malgré tout, il y a un petit bruit de fond de toutes les petites choses qui m'agacent ou de petites choses que je dois penser, faire après l'émission, qui font que je ne suis pas à 100% là. Donc, la vraie spiritualité, c'est faire tout complètement en conscience, premièrement. Voilà. Tout le reste... C'est difficile. Tu sais, on est toujours en dédoublement, détriplement. Exactement. Même. Et moi qui suis actrice, par exemple, je sais que quand je suis sur scène, même quand on m'a dit bravo, c'était super, et que je sais que j'ai fait du bon travail, que j'étais hyper concentrée, il y a celle qui sait qu'elle est en train de faire du bon travail, qu'elle est hyper concentrée, qui est là, qui commente, qui dit le mec vient d'éternuer, le mec vient de tousser, il y a un téléphone qui s'est allumé. Tu vois, c'est fou. On n'est jamais, en fait, à part en pleine conscience et dans la méditation,
quand on y arrive, parce que ça aussi, c'est un grand mythe. Hein. J'ai envie qu'on en parle une minute, parce que la méditation, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais moi, je ne sais pas ou je ne peux pas », parce qu'ils croient que méditer ou la spiritualité, c'est en fait pour une forme d'élite. Tu vois, c'est que tu as le truc, que tu es connecté. Alors qu'en fait, méditer, c'est t'asseoir et regarder tes pensées. C'est hyper difficile d'éteindre les pensées, en vrai, et pour tout le monde. Alors, je pense que la méditation, pour chaque personne, est différente. Ouais. Le seul fait de fermer les yeux, d'être immobile, pour moi, c'est déjà bon. Voilà. C'est ça. Après... Mais c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je te dis, qui n'y vont pas parce qu'ils se sont assis sur... Merde, parce qu'on leur a mal vendu aussi. Oui, on leur a dit... le vend comme un truc si tu n'y arrives pas, c'est que tu as échoué. Ouais, et donc, ils se mettent une pression de type échec, de type examen, sur quelque chose qui est censé leur faire du bien. Moi, je dis juste fermer les yeux. Et puis, essayer de rester immobile, c'est largement suffisant. Et on peut le faire 3 minutes. Parce que les gens qui disent « Ah, si tu n'as pas fait 20 minutes, ça compte pas. » Commence petit. Je peux méditer à la seconde, comme ça les gens vont comprendre ce que c'est. Voilà. Et voilà. C'est un tout petit saut, mais ça montre. Et je pense que tous les gens qui nous voient peuvent faire la même chose. Juste ça. Au moment où je l'ai fait, je me suis coupé réellement de toi et de tout ce décor. Et je me suis retrouvé dans « Ok, je me ressente ». Tiens, je vais le faire, ça m'a fait du bien. Je ne vais pas revenir. Alors, je suis partie. À ne pas faire en voiture. Non, ne pas faire en voiture, surtout pas. Mais l'idéal, il y a un moment parfait pour méditer, c'est quand on fait des insomnies. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font des insomnies. Donc, on est là, on a du temps à perdre. Plutôt que de regarder le plafond, juste on se dit, bon, je vais fermer les yeux, je ne vais pas essayer de dormir, je vais juste regarder, comme tu as dit, par exemple, les pensées comme des nuages qui s'en vont les uns après les autres. Et puis, au lieu de compter les moutons, je compte les pensées qui s'en vont. Voilà, juste ça. Après, le stade suivant, on peut se dire, j'ai envie d'aller voir une de mes vies antérieures. Mais le stade suivant, c'est j'ai envie de sortir de mon corps. Mais ça, par exemple, pour aller voir une de tes vies antérieures, est-ce que parce que là, pardon, hein, moi je suis quelqu'un de basique et normal, je me dis, non, moi je ne sais pas aller voir mes vies antérieures. Je peux m'asseoir, fermer les yeux, je peux regarder mes pensées, être témoin de mes pensées, puis des fois je vais oublier que je suis témoin, puis je vais devenir mes pensées, puis après je vais me rappeler et je vais redevenir spectateur, mais d'où je sors de mon corps et d'où j'arrive dans une vie antérieure. Enfin, tu vois, pour beaucoup de gens, ça semble absolument impossible. Et pourtant, tu le fais faire à 2000 personnes. Je sais, je suis témoin, j'étais là. J'étais dans la salle. Et j'ai vu tout le monde partir. Et j'ai vu tout le monde halluciner. Tu vois ? Donc... Alors d'abord, ça marche pas sur tout le monde parce qu'il y a des gens qui veulent tout contrôler. Des fois, avant le spectacle... Je n'ai pas parlé aux 2000 personnes dans la salle. Mais en tout cas, je veux dire, sur ma rangée, et devant et derrière, ça vibrait, quoi. Merci. Mais c'est vrai. Mais je leur dis, en gros, ça marche pas sur tout le monde. Les gens qui savent pas se détendre, et il y a beaucoup de gens qui savent pas se détendre, ou qui veulent tout contrôler, ça va être difficile pour eux. Je pose la question, je dis, qui c'est qui veut dans la vie tout contrôler ? Et il y en a toujours qui lève la main. Je dis, pour vous, ça va être plus difficile, mais essayez quand même. Le reste, les gens qui viennent à mon spectacle, ils ont déjà envie, ils savent souvent qu'il y a ça, ils ont envie de partir. Donc, ils viennent en voyage. C'est comme si tu vas faire de la plongée sous-marine, tu es avec ta tenue et puis tes palmes et tes bouteilles. Puis là, on dit, est-ce que vous voulez y aller ? A priori, tu es venu un peu pour ça, quoi. Donc, ils partent aussi parce qu'ils sentent que tout le monde y va. Et là, il y a un moment, ils se disent, zut, les autres ont l'air de s'amuser et moi, j'y vais pas. Mais tout seul, c'est un peu compliqué. Oui, voilà. En fait, je pense qu'une des forces de ton spectacle, c'est qu'il y a l'énergie collective. Et que le fait qu'il y ait une tentative, en tout cas, de se détacher un petit peu d'ici, enfin, pas d'ici et maintenant, parce c'est le seul endroit où on est, mais en tout cas de notre vie maintenant, c'est vrai je pense qu'il y a l'énergie collective qui aide, le fait que tout le monde soit dans cette intention-là. On est d'accord que c'est plus difficile chez toi, assis sur un tapis. Parce que tu te juges. L'un des grands... Il y a un mot grec qui est très intéressant, c'est époquer. C'est-à-dire arrêter le jugement. Époquer. E-P-O-K-E. C'est-à-dire qu'on nous a appris, petit, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Toi t'as raison, toi t'as tort. Lui il a l'air sympa, lui il a pas l'air sympa. Époquer, ça veut dire... Suspension du jugement. Suspension du jugement. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de mot en français. Et l'époquer, ça veut dire que tout d'un coup, tu vis la chose et tu arrêtes de te demander si c'est bien ou pas bien.
C'est vrai ou c'est faux. Est-ce que tu ne crois pas qu'on peut s'interdire de voyager dans sa tête? Parce que quelque part, on se dit, soit c'est n'importe quoi, soit ça voudrait dire que je suis fou. C'est un peu comme se jeter à l'eau. Est-ce que quand tu te jettes à l'eau, tu te demandes, est-ce que je vais flotter? Est-ce que je vais me noyer? Est-ce que l'eau va me suivre? Tu te jettes à l'eau, tu vois bien si tu nages. Tu vois, je reprends cette image. Même pour reprendre la plongée sous-marine, la première fois, je ne sais pas si tu as déjà fait la plongée sous-marine. Si. Et une fois que tu es dedans, tu voles. C'est-à-dire que tu es en 3 dimensions, tu voles. Dans l'expérience donc, que je propose aux gens de voler avec leur esprit. Et notre esprit, je crois, notre inconscient et notre esprit aiment s'amuser. C'est-à-dire, on ne lui propose pas souvent de faire ça. Qu'est-ce qu'on propose à notre inconscient? On lui propose tout le temps des informations qui arrivent par la télé, par Instagram, par Internet, des gens qui te racontent des trucs. Tout le temps, tu reçois ces infos, mais à aucun moment, on te dit, bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses vraiment? À aucun moment, on dit, toi, comment tu réagis par rapport à la nature? On te dit juste, tiens, machin te dit que ça, la vérité est là. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, oh, doucement. Qui suis-je vraiment? Et pourquoi suis-je né? C'est quoi mes talents? Est-ce que je commence à les utiliser? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai choisi le bon chemin de vie? Juste se poser ces questions. J'ai pas de réponse. Mais en tout cas, j'ai le moment où les gens vont s'arrêter d'écouter les autres qui leur disent « tu es ça, tu fais ce métier ». Regarde une vie, en fait. Tu commences, t'es enfant, tes parents te disent « tiens-toi droit, tu dois aller à l'école, tu dois faire tes devoirs ». Tu deviens dans un système de « tu dois faire plaisir à tes parents, tu dois marcher, tu dois lire, tu dois écrire ». Et donc, c'est pas toi, c'est ce que tes parents veulent. Après, il y a les profs qui vont te dire « tu dois faire des bonnes compositions ». Notes et avoir des bonnes notes. Après, tu as le conseil d'orientation qui, par rapport à ce que tu as eu comme note, va te trouver le métier dans lequel tu es censé être le meilleur. On n'a pas dit dans lequel tu vas être heureux, dans lequel tu es le meilleur. Donc, tu aimes les chiffres, tu vas être comptable. Tu aimes les lettres, tu vas être avocat ou tu vas être huissier. Il y a un moment, pour arrêter ça, il faut se dire, au-delà de tout ce que me racontent les autres, mes parents, les profs, qui suis-je et qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Et il y a des gens qui passent leur vie entière sans se demander qu'est-ce qui leur fait plaisir et qui ils sont. Il y a des gens qui passent leur vie entière à faire plaisir à leurs parents, à faire plaisir à leurs amis, à faire plaisir à leur patron, mais qui ne sont même pas dans ce questionnement. Je vais pousser plus loin. Il y a des gens qui vivent en couple pendant 30 ans, qui ont 4 enfants, et qui jamais se disent, au fait, c'est qui l'autre? C'est-à-dire, ils ont décidé que parce qu'ils sortent avec l'autre, parce qu'ils se sont mariés, parce qu'ils ont fait des enfants, ils savent tout de l'autre. Mais ça vaut le coup dans un couple de se dire, au fait, c'est quoi qui te fait plaisir? Juste cette question une fois. Parce qu'ils s'offrent des cadeaux, ils s'offrent comme cadeau le cadeau qui leur ferait eux plaisir s'ils l'avaient comme cadeau. Tout fonctionne avec une sorte de... On fait ce qu'on sait qui est bien et qu'on doit faire, et pas on sait ce qui nous semble logique dans notre intuition profonde. Donc, j'essaie à travers mes livres aussi de dire aux gens, vous avez une intuition, vous avez vos propres réponses qui ne sont pas celles des autres, et ce qui vous convient à vous n'est pas forcément ce qui va convenir à votre voisin. Et c'est pas parce que votre voisin il fait du tennis et il fait de la plongée sous-marine et il part en vacances à Bali que c'est ce qu'il vous faut. Vous, c'est peut-être autre chose de différent. Et n'utilisez pas les autres comme repère. Utilisez-vous vous-même. Votre intuition, quoi. Avec un questionnement qui est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Je fais des masterclass d'écriture, je leur dis le détecteur du fait que vous écrivez bien, c'est que vous y trouvez de la joie. Si vous n'avez pas de joie à écrire, si pour vous c'est un travail, laissez tomber, c'est que ça ne va pas aller. En plus, si vous souffrez à l'écriture, les gens vont souffrir à la lecture. Donc, le travail d'écrivain est un peu comme j'allais dire un cheval qui galope. Le cheval, il galope pas pour gagner des tiercés. Le cheval sauvage, il galope pour le plaisir de sentir qu'il prend de la vitesse, d'avoir la crinière au vent et de sentir qu'il déploie ses muscles. Et il s'en fout qu'on le regarde. Il s'en fout qu'on lui donne une note. Il galope parce qu'il aime galoper. Notre esprit aime galoper. Si on lui offre un espace, tiens, galope pour raconter une histoire, il va adorer ça. Si on lui dit, tiens, galope pour imaginer une de tes vies antérieures, il va adorer. Chaque fois qu'on propose à notre esprit un espace personnel et non pas un truc qui vient de l'extérieur, il est dans la joie. Et une des raisons aussi d'écrire dans la joie, c'est que, tu dois le savoir puisque tu as écrit aussi ton livre, tu vas devoir te relire beaucoup de fois. Ouais, ça c'est du boulot. Non, c'est pas du boulot. C'est que si tu l'as fait, tu as bien écrit et que c'était écrit joyeusement,
tu vas te relire joyeusement. Mais si tu as écrit un truc chiant, tu vas devoir relire ton truc chiant et tu te punis toi-même. Et c'est quoi la chose la plus extraordinaire qui te soit arrivée, la plus inracontable quasiment? Enfin, tu vois, où je pense à ta grand-mère qui vient de mourir, qui débarque au milieu de la nuit dans ta chambre, à des choses comme ça qu'aujourd'hui encore, tu n'arrives pas à t'expliquer. Alors, dans le domaine du magique, rien. En dehors de l'expérience, la première fois que j'ai fait un retour dans ma vie antérieure, où je me suis retrouvé à la Tantine, qui a duré 1h30, et là, ça a été génial. Parce que j'ai retrouvé une vie dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon ancien moi m'a appris énormément de choses, est devenu mon nouveau maître. Après Jacques Padovani, c'était Et mon qu'est-ce ancien qui t'a moi appris d'essentiel? être cool. Ah ouais? Ah, lui, il est très très cool. Moi, mine de rien, je fais tout ça parce que j'ai un fond anxieux et j'ai un fond inquiet. Et donc, j'ai développé toutes ces techniques de calme, de spectacle, de chant, précisément pour lutter contre ma nature profonde, qui est une nature inquiète. Mais là, j'ai vu un homme, enfin celui que j'étais il y a 12 000 ans, qui était complètement détendu, qui avait rien à foutre de tout, qui était dans je gère mon temps comme j'ai envie, je ne rendais compte à personne, un homme libre, et un homme un peu comme Jacques Padovani, qui fait tout en conscience et qui a tout compris. Donc j'ai pu voir que jadis, d'ailleurs, des fois je crée un dialogue avec ce personnage, puisque donc, quand il y a des insomnies, je vais le retrouver, et ça arrive souvent, et j'ai dit, mais en fait, au mieux dans ma vie, dans cette vie bien réverbère, si je réussis tout, je deviens toi. C'est-à-dire, je deviens le mec que j'étais il y a 12 000 ans. Donc c'est quoi l'intérêt alors? C'est quoi l'intérêt d'avoir fait toutes ces régressions? Ben oui. Et il m'a dit non, parce que tu as un pouvoir plus fort que moi, c'est le livre. Et il me dit, quand toi tu as une idée intéressante, tu peux la diffuser à des millions de personnes, alors que moi, quand j'ai une idée intéressante, je vais toucher au mieux qu'une centaine de personnes. Et l'imprimerie est le truc le plus dingue que vous avez, le truc que nous envions, nous, en Atlantide, c'est que vous avez l'imprimerie, et regardez, toute votre culture s'est créée sur les livres. Chaque fois, c'est des livres qui ont fait changer et avancer le système. Et il m'a dit, toi, tu as cet outil, tu as accès à cet outil, et tu peux, avec ta pensée, influer des millions de personnes sur Terre. Ça, moi, en Atlantide, je l'avais pas. Est-ce que tu cherches à nous dire quelque chose par rapport au pouvoir de l'esprit? Est-ce que tu penses que on est plus puissant que ce qu'on a bien voulu nous faire croire? Oui. Et c'était tout. Et je n'en dirai pas plus. Et tu te débrouilles. Tu sais, il y a cette idée que le troisième millénaire va être l'aventure spirituelle, ou on dit religieuse, mais moi je dis spirituelle. Là, de toute façon, on va tellement dans le mur et on fait tellement, tout va tellement pas que c'est un peu comme si on touchait le fond de la piscine, on va remonter. J'ai l'impression que tout ce qui n'allait pas est en train de se devenir plus fort. Donc, du coup, les gens de spiritualité, dès qu'on fait un petit chemin à la spiritualité, on s'aperçoit, waouh, on peut ne pas être englué dans le mazout, et on peut, le mazout de toute cette tension, de tous ces gens qui veulent nous mettre en colère, et de dire, ah, c'est leur problème. Moi, j'ai pas ces problèmes, j'ai l'intention d'être libre et de voyager. Si on regarde la télévision, ne sont invités que des gens qui viennent pour râler, être en colère et dire que ça va pas. Au bout d'un moment, vous regardez ça tout le temps, on dit, mais en fait, ah ouais, ça va pas. Ok, c'est leur problème. On n'est pas tous politiciens, on n'a pas à gérer des histoires d'argent, de finances, de machin. On est des esprits libres et on peut s'amuser avec notre esprit, partir, faire le tour du monde. Donc toi, t'es pour couper la chaîne d'infos et partir dans ta tête. Je le coupe pas parce que c'est un feuilleton que je veux suivre et je veux pas qu'on me dise attends, t'étais pas au courant que. Mais au moment où une fois que c'est fini, l'endroit où je me nettoie l'esprit, c'est l'écriture. C'est-à-dire, dès le moment où j'écris, je suis avec mes personnages en train de vivre l'histoire. Et si mes personnages vivent une histoire sympa, je vais être un peu plus détendu. Voilà. Je fais une belle scène d'amour, une scène de voyage et tout. Je suis plus pollué par l'actualité qui m'a annoncé que... C'est anxiogène pour toi, l'actualité, justement? Je pense qu'il y a une fonction anxiogène qui est liée au fait qu'il faut vendre du Coca-Cola et des trucs avec du gras et du sucre qui vont détendre. Parce que il y a un truc très simple que tu connais. Si tu es angoissé, tu manges un gâteau, ça va mieux. D'accord? Donc ça veut dire, tu achètes un gâteau, donc tu enrichis le fabricant de gâteaux, et au bout d'un moment, le fabricant de gâteau, il dit, bah tiens,
je vais me débrouiller pour qu'il y ait des trucs anxiogènes, comme ça ils vont acheter des gâteaux. Et tu regardes les actualités, on n'annonce que des mauvaises nouvelles. Et on te met des publicités pour la barre Mars de chocolat et tout, puis après on te remet des mauvaises nouvelles. Donc peut-être qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Cause à effet. Mais au final, toi tu te retrouves avec ta journée, tu as supporté tout le malheur du monde et tu as grossi. Voilà. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi il n'y avait pas aussi un journal des bonnes nouvelles. Ça avait essayé. Carl Zero avait essayé de le faire, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas pris. Et parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses. Déjà cette émission qui se passe exactement, qui vient de naître, tu vois. Je veux rebondir avec beaucoup d'émotion sur la sortie de ton dernier livre, La Voix de l'arbre. Moi, j'ai un amour infini pour les arbres. Pour moi, ils sont quasiment ce qu'il y a dans le monde matériel de plus proche du divin. Pourquoi ? Parce que je les trouve magiques, au-delà de tout ce qu'ils nous apportent, c'est-à-dire du fait qu'ils nettoient les sols, qu'ils nettoient l'air, qu'ils nous donnent à manger, qu'ils nous permettent de fabriquer nos meubles, qu'ils nous fassent de l'ombre, qu'ils soient la maison des animaux. J'ai l'impression qu'ils sont des antennes aussi, en fait, avec le ciel et le cœur de la terre. Et d'ailleurs, il paraît que tu apprends plus sur ce qui se passe sur la Lune en regardant, en fait, en coupant un arbre et en regardant l'intérieur. Tu peux avoir plus d'infos sur l'espace qu'en allant dans l'espace. Donc, il y a vraiment quelque chose, pour moi, qui me bouleverse. Est-ce que si l'arbre avait une voix, est-ce qu'il pourrait sauver l'humanité? Si c'était lui qui détenait en fait le secret pour sauver l'humanité? Alors, d'abord, j'avais écrit une nouvelle dans l'Arbre des possibles. Et cette nouvelle, c'était quelqu'un qui parlait et qui assistait à un crime et qui se disait « c'est dommage que je ne puisse pas témoigner pour désigner l'assassin ». Et cette nouvelle s'appelait L'ami silencieux. Et à la fin, au dernier moment, on découvrait que c'était un arbre qui s'était fait ami avec une jeune femme. Et cette nouvelle, elle fonctionnait très bien, les gens m'en parlaient. Je me suis dit, je vais faire quelque chose dans le même esprit, mais là, c'est le contraire. Là, c'est une jeune fille qui s'appelle Rose, qui arrive avec un type qui se dit écolo devant un chêne extraordinaire. Et là, alors que le type est en train de lui expliquer la beauté des arbres, il se prend une branche dans la gueule et il meurt. Et elle va être accusée de meurtre. Et elle va se dire que la seule manière d'arriver à prouver qu'elle est innocente, qu'elle ne l'a pas tué, c'est de faire parler l'arbre. Elle va fabriquer une machine qui s'appelle l'arbrophone, qui est une machine, j'explique vraiment comment c'est fait, et en fait, cette machine pourrait être faite. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Clive Baxter, qui en 1951 a mis des capteurs sur son dragonnier, qui est une petite plante, et qui s'est aperçu que quand il prenait des crevettes et qu'il les jetait dans l'eau bouillante à côté du dragonnier, chaque fois qu'il y a une crevette qui meurt, le dragonnier avait un petit pic. C'est-à-dire que l'arbre avait pris conscience de la mort d'autres formes de vie, alors qu'ils n'ont aucun contact. Donc, il a fait des recherches là-dessus. Il a essayé de me jeter un caillou? Parce que c'était peut-être le bruit aussi, tu vois. Non, parce qu'après, il s'est coupé lui-même. Ah, waouh! Et il a vu que ça le percevait. C'est-à-dire que l'arbre perçoit le fait qu'il y ait des cellules qui meurent. A fortiori, si c'est des cellules d'arbre. C'est-à-dire que dans les expériences qu'il a fait, il a aussi mis le feu à des feuilles ou à une branche, et il a vu que ça réagissait. Donc, l'arbre perçoit la vie et la mort autour de lui. Donc, elle va utiliser le même système qui est en fait un galvanomètre, c'est-à-dire ça perçoit le changement électrique de l'écorce, et elle va le complexifier. J'explique ça dans le livre, mais elle va arriver à créer un dialogue avec l'arbre, et l'arbre va lui apprendre au-delà de l'histoire du polar ce qu'il a à dire. Et en parallèle, tu parlais des forêts, je me suis aperçu qu'il y a un scandale, quelque chose de vraiment peu connu et assez ignoble. C'est qu'on dit qu'il y a autant de forêts actuellement qu'au Moyen-Âge, et c'est vrai, il y a autant d'arbres maintenant qu'au Moyen-Âge, seulement on a détruit les forêts primaires et on les remplace par des plantations de pins qui tombent malades, qui sont alignés, vous savez, c'est ces arbres alignés en ligne, les oiseaux ne veulent pas y aller, ces pins, ils sont pris parce qu'ils ont un tronc droit, donc pour faire les meubles, c'est plus pratique, pour les rentrer dans les machines, alors que par exemple un chêne, c'est un tronc tordu, et ça a des grandes branches, alors que les pins ont des petites branches. Et donc, c'est que pour la rentabilité, pour faire une table comme ça et tout, qu'on utilise
des pins, et on met des pins partout. Or, les pins sont des arbres qui sont faits pour la montagne. Donc, quand tu les mets dans une région chaude, ils deviennent malades. Et donc, on a toutes ces plantations de pins qui vont très, très mal. Et on continue de détruire les forêts primaires avec les chênes, les hêtres, les peupliers, les châtaigniers. Et qui ont besoin de cette biodiversité en plus d'être mélangés pour se déployer. La monoculture, c'est bon pour personne, en fait. Et ces arbres diversifiés enrichissent énormément la terre, alors que les pins n'enrichissent pas la terre. Ils produisent beaucoup plus d'oxygène et ils captent beaucoup plus de pollution, alors que les pins ne le font pas. Et surtout, les pins, ils prennent feu. C'est pour ça qu'on a tous ces incendies. Ils n'arrêtent pas les inondations, alors que les forêts primaires arrêtent les inondations, ne prennent pas feu. Et tous les drames qu'on a dans les forêts, c'est cette connerie de mettre du pin partout. Et la connerie ultime, j'ai découvert récemment, c'est quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine, on cherchait l'énergie partout, et on a massacré des forêts pour les transformer en granulés, pour les mettre dans des centrales électriques au charbon, dans lesquelles ces granulés fonctionnaient. C'est-à-dire qu'on a transformé des forêts superbes en électricité. Et ça, tout le monde a l'air de s'en foutre. Enfin, en tout cas, j'en avais pas entendu parler nulle part avant que j'enquête sur les forêts. Mais sinon, comme tu disais, on vient des forêts. Et j'ai découvert aussi un autre truc marrant, c'est que Lucie, tu sais, le premier humain, vivait dans un arbre. Et on a découvert qu'elle est morte en tombant d'un arbre, donc probablement durant son sommeil, puisque la chute montre qu'elle a chuté d'une branche de 12 mètres. Oh, wow. Et maintenant, avec les nouvelles machines, on arrive à avoir des informations extraordinaires. C'est incroyable. Mais nos ancêtres vivaient dans les arbres, et l'arbre était la protection contre les attaques de prédateurs. Moi, j'ai appris aussi qu'il suffit de voir un arbre par sa fenêtre pour guérir plus vite. Tu vois, par exemple, ils ont prouvé qu'à l'hôpital, il faut tu auras des chances de guérison plus rapides si tu vois un arbre. Et puis, on sait, aujourd'hui, il y a la sylvothérapie, le fait d'aller marcher en forêt, et il y a des molécules qu'elle dégage, les phytoncides. Je voulais éviter le mot trop compliqué, mais merci, voilà, c'est là que tu es un scientifique, qu'émettent les arbres et qui viennent apaiser notre système nerveux. Donc l'arbre, il est vraiment médecin. Vas-y, c'est plus subtil que ça, sans doute. Non, pas du tout. Tu as fait le tour. Les médecins, ça nous fait du bien. Et la sylvothérapie a été lancée au Japon, où il y a le ministère de la Santé qui s'est aperçu que ça allait aller mieux. Mais à propos des phytoncides, j'ai découvert, en écrivant le livre, que les forêts peuvent décider de la pluie. C'est-à-dire, la forêt a une action directe sur les nuages. Tout simplement, quand ils veulent qu'il y ait de la pluie, ils émettent des phytoncides. C'est des petites molécules qui sont légères, qui montent. Et quand elles arrivent dans le nuage, elles amalgament les molécules d'eau et ça déclenche la pluie. Donc la forêt décide de la pluie. Et donc, il y a une conscience de la forêt, parce qu'à quel moment tous les arbres peuvent se connecter ensemble pour dire « Mais non, on émet tous des phytoncides pour arriver à faire... » De toute façon, c'est prouvé aujourd'hui quand même qu'il y a une conscience de la forêt, que les arbres communiquent, qu'ils se protègent les uns les autres. Est-ce que tu crois que les arbres détiennent une réponse pour l'avenir de l'humanité ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Oui ou non, ça me semble dommage de dire ça. Je pense que les arbres, qu'il faut à tout prix... commencer à discuter avec les arbres d'égal à égal pour arriver à mettre au point un avenir jouable pour les deux. Voilà. Donc eux, tout ce qu'ils ont à dire, c'est il faudrait peut-être qu'on se parle. On en est là. Après, la solution, ça consiste à arrêter de détruire les forêts déjà. 8 millions d'arbres coupés par jour. Là, le Japon, ils ont un problème. Tout à l'heure, je parlais de la sylvothérapie. Ils ont un problème d'allergie au bois, là, au cèdre. Donc, ils vont massacrer des millions et des millions d'arbres juste pour que les gens n'éternuent pas et ne prennent pas d'antihistaminiques. Il y a un moment, qui c'est qui peut dire écoutez, c'est pas bien, ou stop, ou d'ailleurs, on leur dit même pas qu'il faut arrêter de... Il faudrait un président du monde, il faudrait un chef du monde. On leur dit même pas qu'il faut arrêter de massacrer les baleines pour se détendre de manière traditionnelle. Alors, leur dire qu'il faut arrêter de détruire les arbres. Ouais, comment on crée un dialogue avec les arbres ? Par mon arbrophone. On va l'inventer ? Non, j'explique comment le faire. Vraiment ? Non,
enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire, je montre j'ai poussé la technique de Clive Baxter, vu que c'est le premier qui a utilisé, qui a créé un dialogue avec les arbres, avec les plantes, dans lequel on peut se dire, ok, là c'est incontestable, d'accord? Là, c'est pas de l'intelligence artificielle qui bouge, c'est vraiment incontestable. Les informations, c'est juste, je ressens une émotion quand quelque chose meurt à côté de moi. Ça, c'est incontestable. Et c'est à partir de là que je me dis, de cette base-là, que je vois comment on peut aller plus loin dans l'arbre envoie des signaux et reçoit des signaux. Dans le livre, j'ai pas fait des dialogues genre comment vas-tu, ça va vieille branche, tout ça. Ça va vieille branche. Dans mon système, j'ai essayé de coller le plus possible à ce que je vois dans les expériences. De toute façon, on est tous conscients qu'on a besoin des arbres. On prend tous du plaisir à être en forêt, et le fait de se promener en forêt nous reconstruit. Sans parler de la fraîcheur qu'ils apportent. Il n'y a qu'à voir en été, quand il fait très très chaud, tu vois, tu te mets sous un arbre, la différence. Je me suis retrouvé dans une situation très étrange quand j'étais en Corée. J'ai fait une conférence, il y avait beaucoup de gens, et à la fin, le directeur me dit, j'aimerais que vous veniez voir une personne. Et là, dans une pièce, une jeune fille en train de pleurer. Et il y avait de la télé qui était avec moi, il y avait plein de gens qui me filmaient. Et je dis, wow, c'est quoi le truc? Il me dit, voilà, cette personne a envie de se suicider. Et je pense que vous seul, vous pouvez trouver les phrases pour la tirer de là. Putain, waouh, la pression. Et il y a toutes les caméras qui sont autour. Alors, elle pleure. Et je me dis, bon, d'abord, on va commencer par couper les caméras. Puis là, je me dis, tu sais, quand j'écris, j'essaie de trouver les bonnes phrases. Mais là, les phrases, j'ai intérêt à bien réfléchir. Alors, je demande pourquoi elle veut se suicider. Elle dit parce qu'elle a peur d'échouer à l'examen. Et on essaie de lui dire que ça, on n'arrive pas à le raisonner. Alors, j'ai demandé à tout le monde de partir, puis je me suis retrouvé avec elle. Je me dis, bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui ai dit, respirer d'abord, première chose, parce qu'elle était. Et puis après, je lui ai dit, qu'est-ce qui te fait plaisir? Elle me dit, rien. Comment t'occuper? Et au final, je vais faire tout le truc parce qu'il y a eu un dialogue, mais j'ai dit, il faut juste que tu ailles te promener en forêt. Parce que quand tu vas te promener en forêt, tu vas comprendre que, ok, tu es un animal comme les autres sur la planète, mais tes examens, c'est pas tout. C'est pas ça qui doit te donner envie d'arrêter ta vie. L'examen, à la limite, tu l'échoues. Bon, t'as échoué, à la limite, tu le repasses, ou tu repasses pas, ou tu changes de truc, mais ta vie va pas s'arrêter. Elle va avoir 15 ans, elle va pas s'arrêter parce qu'il y a un examen que tu as peur d'échouer. Et après, j'ai rappelé qu'elle a un corps et rappelé qu'elle est dans la nature. La remettre dans la nature. Je suis reparti, elle pleurait, mais elle riait en même temps, et puis on s'est serré dans les bras, et les autres sont revenus, la télé sont revenus, et je me suis toujours demandé, est-ce que j'ai réussi? Est-ce qu'elle va mieux? Mais en tout cas, aller en forêt, ça m'a l'air une base pour aller mieux, quels que soient nos problèmes psychologiques. L'arrière-petit-fils de Sitting Bull, que j'ai eu la chance de rencontrer, dit que dans sa tradition, dans sa lignée, le message qui est transmis, c'est que face à un drame, quand vraiment on a un drame majeur dans sa vie, il faut aller passer 3 jours et 3 nuits dos contre un arbre. Et que donc tu viens avec assez de nourriture pour vraiment ne pas quitter l'arbre. Et que ces 3 jours vont te permettre de faire un travail quasi de deuil et de guérison, qui serait l'équivalent d'un travail sur des mois, voire des années, en fait. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, ok, c'est les phytoncides, ok, mais il y a quand même quelque chose qui nous échappe de l'arbre guérisseur. Même l'image d'un arbre apaise le mental, tu vois. L'image, même s'il n'est pas là pour de vrai, même une photo, c'est-à-dire que même ta couverture qui nous aura baignés pendant toute l'émission, rien que la couverture, elle fait du bien. Et c'est vrai que ce chêne magnifique, là, sinueux, il est bouleversant, tu vois. Moi, la première fois que j'ai vu la couve, j'ai dit, oh là, ça me fait du bien, en fait. C'est déjà la manière dont il est connecté aux autres arbres. Il fait des enfants, le chêne, et il continue de suivre ses enfants. Donc, il fait tomber des glands. Les glands vont être transportés par les animaux. Il peut y avoir un cerf, tu vois, qui va le manger, et puis il va finir plus loin. Finir plus loin, et l'arbre va pousser. Et il va se reconnecter par
on appelle ça le réseau mycorhizien, c'est-à-dire c'est des champignons qui vont aller chercher très très loin. C'est un internet des arbres. Voilà. Et quand ils ont faim, il peut les nourrir. Et cet arbre, au bout d'un moment, ne fait pas que nourrir ses propres enfants, il se met à nourrir les autres arbres qui vont pas bien. C'est-à-dire le chêne devient une sorte de papa protecteur de la forêt. Et ils sont très anciens. Là, mon chêne héros, qui s'appelle Yggdrasil, c'est l'arbre légendaire de la culture celtique. C'est juste qu'il a le même nom. Mais il arrive à faire beaucoup de bien à beaucoup d'êtres tout autour d'une manière sans aucune limitation. Et les chênes sont aussi des villages. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a toutes sortes d'animaux qui vivent. Il y a des écureuils, il y a des oiseaux. Ouais, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Et quand il y a une tempête ou quand il y a un événement pénible, l'arbre va changer sa forme. C'est-à-dire que s'il y a une tempête, il va faire des racines plus profondes pour résister à la tempête. Et, donc ça va faire une rainure plus large. Il va faire une écorce plus large. Voilà. Et il va monter moins haut. Parce que s'il monte haut, il y a plus de prise au vent. Donc il s'adapte en permanence au monde et on peut voir ses adaptations sur les cernes. L'arbre est résilient. J'ai découvert dans les arbres marrants le Desmodium gyrans, qui est un arbre qui danse quand il écoute de la musique. C'est-à-dire les feuilles. Et ça a à voir avec le Desmodium qu'on avale pour son foie ? Probablement. Bah oui. Celui-là, il s'appelle gyrans, ça veut dire parce qu'il tourne. Et j'ai découvert une autre, ça s'appelle Bouteflika. C'est un lierre qui, quand il arrive sur un arbre, se met à le copier dans la forme des feuilles, en taille et même en nervure. C'est-à-dire il monte dessus. Il fait ça pour pas être brouté par les autres animaux. Donc il se planque en imitant l'arbre sur lequel il s'entoure. Mais une fois qu'il a fini ça, il s'en va et il continue d'avancer. Il tombe sur un autre arbre et il va changer. Il va produire d'autres. Il peut le faire 3-4 fois dans l'année. Et c'est comme il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas d'œil. À quel moment cette entité végétale est capable de voir et d'entendre et d'imiter. Alors on pensait que c'était avec les odeurs, mais alors là où c'est encore plus étonnant, c'est que ça marche aussi sur le plastique. C'est-à-dire qu'ils ont mis une plante en plastique, ça a imité la plante en plastique. Donc c'est pas les odeurs. Non. Ouais. Et c'est un des mystères des plantes. J'ai découvert plein d'autres comme ça, mais je dois t'avouer, j'étais passé à côté de ce sujet en étant sur les fourmis, en étant sur les chats. J'étais passé à côté des arbres et là, en m'y jetant à fond, j'ai découvert que c'est beaucoup plus extraordinaire encore que tout ce que je pensais. Enfin, je vais terminer sur une dernière petite chose. Si tu devais ne laisser que 3 clés, que 3 idées au monde qui pourraient transformer notre manière de vivre, ce serait quoi ? Réconciliation avec la nature est indispensable. Ne plus considérer que c'est de la matière première qui nous appartient. Ce sont des partenaires de vie. Mais la nature, ça comprend les arbres, les fourmis et toutes les autres formes de vie. La deuxième, prendre conscience qu'on n'arrive pas à communiquer avec les autres, que la communication est un domaine d'exploration qui commence à peine. Les gens croient qu'ils communiquent et je crois qu'ils ne communiquent pas, et que beaucoup de problèmes et d'hostilité viennent du fait que les gens ne se parlent pas et n'essaient pas de comprendre le point de vue de l'autre. Ils sont juste à essayer de prendre du pouvoir en imposant leur point de vue. Et la troisième, c'est il se peut qu'il n'y ait pas d'extraterrestres. Il se peut qu'il n'y ait pas d'extraterrestres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous foutons en l'air cette planète, ben, il n'y a rien. Après, il n'y aura rien. Là, ce qui se passe ici, le fait qu'on parle, qu'on soit vivant, c'est un miracle extraordinaire. Il a fallu que la Terre soit avec une taille particulière, avec un angle déformé par la Lune qui l'a incliné, à une distance exactement précise par rapport au Soleil. Il a fallu qu'il y ait toutes les autres planètes, que tout ça se reproduise, même si on dit que l'univers est grand, ben finalement, ça se peut que ça ne soit produit qu'une fois et que ça soit ici. S'il n'y a pas d'extraterrestres, et si on continue à faire des conneries, comme ce que j'ai vu encore ce matin dans l'actualité, mais c'est tous les jours, on voit bien qu'on va vers le mur, et on voit bien surtout que le mensonge et la bêtise sont en train de gagner sur la vérité et l'intelligence, et donc on va nous autodétruire. Ça va être le prix de ce qui se passe là. À ce moment-là, la prise de conscience, c'est « Ok, si on fout en l'air cette planète, et surtout notre génération, nous sommes la première à avoir la possibilité de tout casser. Si on le fait, et là on a l'air de vouloir le faire, eh bien il n'y aura plus rien nulle part. Et après, ce sera trop tard pour dire « Ah ben si j'avais su...
Et c'est pas l'écologie telle que je la vois en politique actuellement qui va nous sauver. C'est vraiment une conscience globale. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu disais il faudrait qu'il y ait une direction planétaire. Je sais pas comment on pourrait le faire, mais il y a un moment... Un président du monde, mais peut-être, qui l'élit peut-être un système d'intelligence artificielle qui ne soit pas avec des intentions dans le pouvoir. Mais en tout cas, il y a un moment où si on laisse tout le système fonctionner n'importe comment, avec cet égoïsme général qui est tout le monde veut consommer. En gros. Moi, ce qui me choque énormément, c'est Black Friday. C'est-à-dire que des gens qui se piétinent et qui se tuent pour aller consommer des choses juste parce qu'on leur dit que c'est 10% moins cher, ça me semble le niveau d'abrutissement complet de la planète. Avec ces sites où tout est bradé, fabriqué par des gosses en Chine, il y a un moment, il faudra dire, on va arrêter ça, c'est quand même de la connerie, quoi. On peut ne pas jeter les choses qu'on achète du jour au lendemain, et quand on prend un plat, on peut le terminer. On n'est pas obligé de laisser tout le temps de la nourriture. Il y a une sorte de gaspillage général qui va aboutir, à mon avis, à des dégâts. Est-ce que tu penses que la spiritualité, c'est une réponse et c'est quelque chose qui peut aider, en fait, que l'humanité s'éveille à la spiritualité pour se reconnecter justement à la nature et... Parce que comment on fait pour terminer cet épisode sur une note d'espoir et de lumière très importante pour moi, parce que je ne veux pas que les gens se foutent en l'air. Alors, la spiritualité, c'est trop vaste. Je crois que chacun à son niveau, c'est le truc du colibri, doit essayer de faire ce qu'il peut le mieux possible et se dire, ok, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est les lois Toltec. Tu fais de ton mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ne pas se mettre de la pression non plus avec ça. La deuxième idée, c'est, peut-être qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est se poser la question, au fait, qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire se dire, quels sont mes talents? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'arrangent? Déjà, avoir cette envie-là. Déjà, ne pas subir se dire que les stimuli qui nous arrivent, qui nous disent, regardez, le monde ne va pas, et tout ça, ce sont des stimuli. C'est des gens qui veulent nous mettre des idées dans la tête. C'est leurs idées. Moi, j'ai mes propres idées qui sont uniques, différentes de celles de mon voisin. Et ces idées-là, je sais pourquoi je les ai. C'est parce que j'ai vécu des choses, pour chacun, qui sont particulières et que les autres n'ont pas vécues. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous égaler? Tu ne m'as pas posé la question, mais je t'apporte la réponse parce qu'elle s'intègre à ça. C'est que l'intelligence artificielle n'a pas eu un passé douloureux, n'a pas affronté des épreuves qui l'ont forcé à grandir, ne s'est pas retrouvé avec des drames amoureux, ne s'est pas retrouvé avec des compagnons toxiques, ne s'est pas retrouvé... Moi non plus, jamais. Non, mais aucun drame amoureux, aucun compagnon, jamais. Non, je croyais que tu évoquais tout à l'heure. Je rigole. Et ils n'ont pas connu des erreurs douloureuses. L'intelligence artificielle n'a connu finalement qu'une vie, si elle prend conscience qu'elle existe, qu'une vie sympa. Donc, trouver notre spécificité, qu'est-ce qui fait qu'on est irremplaçable? Et qu'est-ce qui fait que 5 secondes avant de mourir, on pourra se dire « Ok, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau. Maintenant, si ça ne suffit pas, c'est d'autres qui doivent prendre le relais. Mais à mon niveau, j'ai fait le maximum. » Tu vas avoir cette sensation. Donc, une autre chose qui va contredire peut-être ce qu'on a dit avant. On a énormément de chance d'être dans ce monde tel qu'il est actuellement. Regarde, déjà, on fait une émission de spiritualité. Ça, au Moyen-Âge, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient brûlés sur le bûcher. Et même avant, si tu veux, il y a jamais personne qui avait l'attention d'écouter toute une émission. Pour ça, parce que tout le monde était dans un problème de survie. On était pourvu que nos enfants mangent. Donc, ils n'ont pas on va se poser des problèmes sur la méditation et sur les vies antérieures. Et donc, on a la chance d'être dans un monde où on a tout. On a la nourriture qu'on veut, de tous les pays. On peut voyager où on veut. Avant, les gens avaient une moyenne de vie de 40 ans. Maintenant, c'est 80. On a doublé la mise. En plus, on a de l'hygiène. On a de l'eau chaude dans les maisons. De l'électricité. On a un confort extraordinaire. Des téléphones pour se parler quand on ne se voit pas. On a accès à plus d'informations que Léonard de Vinci. Tu sais plus de choses que Léonard de Vinci. Il ne connaissait pas le Big Bang. Il ne connaissait pas les atomes. On a tout. Déjà, prenons conscience que parce qu'on a tout, il ne faut pas abuser de ce tout. Et maintenant, réfléchir à quelque chose d'un peu plus sobriété, plus dans la sobriété et dans le respect de la nature. Mot de la fin, super. Merci Bernard Werber. Merci beaucoup. Audrey. Merci.